Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio sur Europe 1, ancien ministre évidemment, maire LR de Meaux. Vous vous étiez fait discret, vous revenez dans les médias, on vous voit reprendre la parole. D'abord Jean-François Copé, quel était ce besoin de revenir sur le devant de la scène, Jean-François Copé? Besoin non, j'avais même plutôt, et je l'avais dit, décidé de me consacrer à ma ville de Meaux et à mon cabinet d'avocat. Et puis en fait, c'est plutôt l'inquiétude en fait face à une situation qui je trouve extrêmement grave, qui m'a amené à penser que peut-être que des gens qui pouvaient partager un peu leur expérience et leur maturité pouvaient aider. Et je pense que j'en suis. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de. C'est ça en fait. La droite républicaine. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que moi je pense que ce pays est profondément à droite au sens où il attend le rétablissement de l'ordre et une certaine idée du progrès au sens plein du terme, progrès scientifique, économique, social, environnemental, mais au sens positif du terme. L'ordre et le progrès, ça a toujours été l'ADN de la droite. Alors, il y a d'autres périodes dans la vie où c'était plutôt la gauche qui était en tête. On voit bien à l'époque de Mitterrand. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment une attente de droite. Or, le paradoxe, c'est que la droite n'arrive pas depuis des années à incarner cela. Eh bien, j'ai l'impression que pour la première fois, on est peut-être en train de construire quelque chose avec Bruno Retailleau. Donc oui, moi, parce que vous soutenez Bruno Retailleau pour la présidence des LR. Moi, je n'ai pas hésité une seconde à rappeler à l'ensemble de nos amis que, en fait, vu la situation dramatique que connaît notre pays et les enjeux dramatiques du monde d'aujourd'hui, tout peut arriver en France, y compris une présidentielle anticipée ou une dissolution qui serait la pire des choses. Vous croyez qu'Emmanuel Macron ne tiendra pas jusqu'en 2027 ? Pour quelle raison ? Je pense qu'en réalité, c'est pas tellement lui qui va décider. Je pense que les événements vont le décider. Si lui ne le comprend pas, les événements vont le décider. Parce que je vois tous les jours, et ça c'est le maire de Meaux qui en parle. Bien sûr, les élus de terrain, c'est eux qui connaissent la vérité et l'état de la France. Mais c'est vrai, ce sont les maires. Bien sûr, c'est pour ça que c'était une folie de nous empêcher d'être députés en même temps, parce que du coup on peut pas raconter à l'Assemblée ce qu'on voit, et donc il y a une déconnexion très forte. Et encore, moi j'ai la chance de pouvoir aller dans les médias, mais beaucoup de maires peuvent pas le faire. Donc en réalité, ce que je vois à Meaux, c'est un tissu économique composé de beaucoup d'entreprises de taille moyenne, qui sont des sous-traitants, des grands groupes, des grands donneurs d'ordre. À Meaux, on travaille beaucoup avec l'aéroport de Roissy, on travaille beaucoup avec Marne-la-Vallée, on travaille beaucoup sur beaucoup de métiers différents. Et en fait, les carnets de commandes se vident parce que l'incertitude politique, c'est la pire des choses pour l'économie. Alors personne n'en parle, c'est à bas bruit, mais les indicateurs se multiplient. Les crises de confiance, les débuts de licenciement, les dépôts de bilan. Et ce que je vois arriver, hélas, c'est un risque de crise économique et financière majeur. Et ça, les Français ne vont pas le supporter. Et nous sommes condamnés aujourd'hui à l'immobilisme parce qu'à cause de cette folle décision de la dissolution, on ne peut plus passer une loi. En fait, on peut plus en passer. On le voit bien. On peut plus passer une loi ni sur l'immigration, ni sur l'éducation, ni sur l'économie. Et est-ce que ça va s'arranger avec Monsieur Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel? Non, mais ça, c'est encore autre chose. L'élection. Le problème, c'est que ils vont tous dans le même sens au Conseil constitutionnel. Ils sont plutôt tous à gauche. L'élection de Monsieur Ferrand, elle est, en fait, c'est un sujet qui, de mon point de vue, est une vraie interpellation pour nous tous, parce que la Constitution prévoit que les commissions doivent valider la nomination du président de la République pour le président du Conseil constitutionnel. Et c'est en fait, il faut que il n'y ait pas le refus de 3/5 des parlementaires qui s'expriment. Or, il y a eu là le refus de 3/5 moins une voix. C'est-à-dire qu'à une voix près, Richard Ferrand n'était pas validé. Et ça pose un vrai problème de légitimité pour lui. Et deuxième point, j'ai noté comme tout le monde que le Rassemblement national s'était abstenu. Alors j'ai pas besoin de vous dire que vous pensez qu'il y a une alliance. On est quand même là pour le coup, là c'est quand même disons que ça s'appelle un arrangement comme on savait en faire sous la Troisième République, voilà. Alors ça, le je dois RN dire dit que c'est moins pire, Monsieur Ferrand. Non, mais il nous a inventé une baliverne comme d'habitude. Je veux pas gâcher l'ambiance, c'est leur spécialité. Donc là, ils nous ont inventé que sinon on aurait eu Taubira. Mais je sais pas pourquoi on aurait eu Taubira. Non, Taubira n'a jamais été dans le débat. Donc ça, c'est pour essayer de trouver une espèce de pare-feu à une réalité qui n'a échappé à personne. C'est le Rassemblement national n'a aucun état d'âme. Il est capable de. Vous ne pensez pas que ça va pas être difficile de faire passer des lois avec l'état du Conseil constitutionnel et les personnes qui les incarnent? On verra bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas très favorable à tout ça. Moi, je préfère qu'il y ait des juristes à la tête du Conseil constitutionnel. Alors, je sais qu'il y a un grand débat politique, juriste. Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Mais là, il y a plus d'équilibre.
il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de dire le droit. Et à un moment, dire le droit, ça se fait selon des cadres. Et puis, dernière chose, de temps en temps, il faut avoir le courage de changer la Constitution. Et si on veut changer la Constitution, il faut qu'on ait une majorité importante pour le faire. Et là, c'est le désordre le plus absolu. Donc, je reviens à mon point de départ, c'est de vous dire que, dans ce contexte, il est indispensable et urgentissime que la droite s'organise. Et pour ça, il faut qu'elle ait un leadership. Or, elle est en crise de leadership majeur depuis 10 ans. Et bien là, on a l'opportunité avec Bruno Retailleau de rétablir un leadership. Donc moi, j'ai pas besoin de vous dire que j'ai pas hésité une seconde. Et pourquoi pas Laurent Wauquiez, Jean-François Copé, parce que lui aussi est candidat. Écoutez, comment vous le dire Bruno Retailleau, aujourd'hui on le voit, vous avez été il incarne un vrai espoir, en fait. Pas Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez, c'est plutôt une déception. Je vais pas vous dire le contraire. Il avait de l'or dans les mains. On lui a quand même tout donné. Une première fois en 2017. Et c'est une catastrophe avec les européennes en 2019. Et en plus, il a vraiment pas aidé François-Xavier Bellamy. Donc, du coup, il a été contraint de partir. Il revient. On lui redonne une nouvelle chance. Moi, j'ai plaidé pour qu'on aille au gouvernement dès 2022, ce qu'on a fait en catastrophe en 2024. T'avais raison. Oui, mais c'est un peu tard maintenant. Bon. Et puis maintenant, on voit bien les difficultés qu'il a à s'imposer parce qu'il n'a pas suffisamment été clair dans ses convictions. On l'a vu sur les retraites. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit très clair. Un, sur le rétablissement de l'ordre, et deux, sur le fait d'assumer des réformes courageuses. La réforme des retraites, c'est pas populaire, mais il faut le faire. Sinon, on va couler notre pays. Jean-François Copé, toute autre chose, vous êtes maire de Meaux. Je voudrais savoir, en tant que maire de Meaux, est-ce que vous auriez marié une personne sous OQTF? Mais écoutez, j'ai apporté mon soutien total à Robert Ménard, mais total. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de non, je l'ai pas été, mais je vous avoue que si je l'avais été, je pense que j'aurais pris la même position que lui, parce que en réalité, quand vous avez deux lois qui s'opposent d'une certaine manière, on peut pas vous reprocher de choisir d'appliquer l'une plutôt que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le débat, il doit être tranché par le législateur. Et donc, il a eu le courage de le faire, mais je pense que n'importe quel maire qui assume ses convictions aurait eu le même comportement que lui. Donc, il faut que la loi change. Et d'ailleurs, de manière générale, Pascal, je vais vous dire, pour aller jusqu'au bout des choses, j'ai mis en place avec mes adjoints et mes amis élus du conseil municipal un dispositif de surveillance très strict contre les mariages gris. Et nous en refusons régulièrement. Et nous saisissons le parquet. Parce que je suis désolé de vous dire que le mariage, ça peut être aussi, on le sait tous, une manière de régulariser des irréguliers. Donc nous devons être extraordinairement faibles là-dessus. Or, il y a malheureusement des filières mafieuses dans ce domaine et on est très vigilants. Jean-François Copé, restez avec nous sur Europe 1. Je voudrais aussi qu'on parle. Mais je suis ravie. Tant mieux. Parce qu'il va parler de la liberté d'expression. Jules Torres va revenir dans ce studio. Il a des révélations fracassantes à faire. Il a déjeuné. Il y avait des gens de l'Arcom pas loin. Et je pense que vous allez, et les auditeurs d'Europe 1 aussi, être interpellés par les révélations qu'il va vous faire. Je voudrais bien avoir votre avis. Les déjeuners dans les restaurants parisiens. Oui, voilà. Il faut parler doucement. Surtout quand on dit des énormités. Jean-François Copé, je pense qu'on va parler de la liberté d'expression en France dans un instant. Et c'est sur Europe 1. Il est 19h26. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Jean-François Copé, ancien ministre maire LR de Meaux et soutien de Bruno Retailleau est avec nous dans ce studio. Jean-François Copé, j'ai une demande à vous formuler. Oui. Pouvez-vous rester un petit peu plus longtemps dans ce studio? Ah, mais quelle bonne nouvelle. Il peut le faire. Ah, c'est formidable. C'est une excellente nouvelle. Elle était très triste à l'idée d'être seulement avec Jules Torres et moi-même. Oui, donc elle a dit, pitié, Jean-François Copé, restez. Mais vous lui faites peur. Ah là là, les deux. Jules Torres est avec nous. Paul Melun, évidemment. Pascal, votre prix littéraire va bien? Il va très bien, mon prix littéraire. On prévoit plein de choses. Littéraire. On invitera Monsieur Copé, on invitera Monsieur Torres s'il est sage. Vous êtes notre j'ai lancé votre prix de la pensée libre. Ouais, j'ai été le premier à écrire. Prix de la pensée libre, Jean-François Copé. Prix de la pensée libre. Oui, on parle beaucoup de liberté d'expression en ce moment. C'est l'occasion de la récompenser dans les livres. Alors justement, oui, ça c'est sûr. La liberté d'expression. Jean-François Copé, évidemment, la fermeture de C8 fait énormément réagir. Énergie 12 également. 2 chaînes condamnées. Celle de C8 qui arrêtera donc d'émettre jeudi prochain. Jean-François Copé, je voudrais vous faire réagir d'abord aux propos de Monsieur Jules Torres, ici présent, notre enquêteur des déjeuners parisiens. Jules Torres, est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs, Jean-François Copé ici présent, Paul Melun, ce que vous avez entendu tout à l'heure du déjeuner? Eh bien, comme
tous les midis, je vais déjeuner proche de la rédaction, et là, pour le coup, ce midi, c'était avec des collègues. Il était 14h30, puisque j'étais chez l'amie Céline On Géraud. vous demande pas tant de détails, ni ce que vous avez... non, Ma question, c'est jusqu'à 23h. D'ailleurs, il a pris j'ai pris une tarte fine à l'andouille de Guéméné, figurez-vous. Et je suis donc avec des collègues au restaurant, je m'attable, et je constate, parce que j'entends au bout de quelques instants, que les gens à côté de moi parlent de la décision de l'Arcom de l'éviction de C8, et je comprends très rapidement qu'il s'agit de membres et de représentants de l'Arcom qui travaillent à l'Arcom. Et pour me le faire vérifier, je demande ensuite au personnel de l'établissement ou si ces gens-là ont leurs habitudes. Ils me répondent que oui, et ils me répondent surtout qu'ils travaillent à l'Arcom. Donc ils me confirment que ce sont les gens de l'Arcom. Et que disent ces gens-là lors de ce déjeuner? J'ai noté 3 mots, 3 phrases qui m'ont beaucoup heurté. D'abord, la première, je cite, nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait. On a fait notre boulot. Ça nous montre que il y a quand même une décision qui est arbitraire, et que le sujet c'est pas tant C8 que la personne de Cyril Hanouna. Là, le deuxième verbatim, vous allez voir, ça va aller crescendo. C'est on s'est bien payé le groupe Bolloré. Donc on a bien compris que c'était une décision qui était contre le groupe de Bolloré, de Vincent Bolloré, et contre les chaînes et médias du groupe. Et le troisième, et ça c'est celui qui m'a le plus scandalisé, voire même choqué, c'est on s'en fout de mettre au chômage 400 potes de Cyril Hanouna. Parce Incroyable. que la décision de C8, de fermer C8, ça ne va pas que pénaliser Cyril Hanouna, ça va mais pas... Cyril, ça va pas le pénaliser. Ça va pas le pénaliser lui, mais ça va pénaliser, Cyril, et vous le savez bien mieux que moi, ma chère Pascal, 400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau, au chômage, dès la semaine prochaine, et ça, visiblement, à l'Arcom, on n'en a rien à faire. 400 potes d'Hanouna. Voilà. Jean-François Copé, comment vous réagissez à ce que dit Jules Torres? Moi, je suis atterré. C'est terrible. C'est terrible parce que évidemment ce que vous racontez, mais surtout parce que en fait jusqu'au bout, moi je me suis dit ils vont pas le faire. Pas par naïveté, c'est pas le problème, mais je trouvais que c'était tellement énorme. On peut être choqué, bien sûr, par un certain nombre de choses qui peuvent être dites sur l'une ou l'autre de vos antennes, mais il y a eu des amendes qui ont été payées. Et donc, moi, il m'a semblé vraiment que c'était ça qui était la réparation. L'Arcom est pour l'interdiction d'émettre, c'est une décision qui est hyper lourde, violente, et en fait assez difficile à comprendre. Mais bon, je veux pas rajouter le concert. On est on est un certain nombre à partager cette incompréhension. Et on a entendu personne à gauche, oui, mais justement, c'est à ça que personnalités politiques. Justement, s'en réjouir. S'en réjouir. Exactement, vous avez raison, Jules Torres. Non, mais justement, c'est à ça que je voulais en venir. Le débat de fond, en fait, c'est le partage entre qu'est-ce que c'est qu'une chaîne d'information et qu'est-ce que c'est qu'une chaîne d'opinion. Et donc, l'information, l'opinion, ce sont des termes qu'il faut balancer dans une démocratie. Et de mon point de vue, la limite absolue, c'est ce qui relève du délit. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire parce que c'est délictuel. Voilà. Donc, il y a des choses, l'antisémitisme, le racisme, ça n'est pas, heureusement, une opinion. C'est un délit. C'était pas le cas dans les années 30. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais au-delà de ça, pour le reste, là où j'ai le sentiment que c'est terrible, parce que c'est vraiment la décision d'une partie du système contre l'autre, c'est que, bien sûr, personne n'imagine d'instruire de telles choses lorsque d'autres médias peuvent tenir des propos dont l'antisionisme n'est rien d'autre que l'antisémitisme, et ce, de manière avérée et militante. Donc, c'est ça qui, pour moi, est un vrai sujet. Et eux ne sont pas inquiétés, excusez-moi, Jean-François Copé. Mais non seulement ils ne sont pas inquiétés, mais c'est là où je pense que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous savez, c'est une phrase que j'utilise maintenant parce que... Est-ce qu'il faut dissoudre l'Arcom? Enfin, vous savez, Jean-François Copé. Il n'y a que nous en France. Mais nous sommes les seuls à avoir une espèce d'instance administrative. Il y a beaucoup de personnes dans le personnel politique qui demandent la suppression de l'Arcom. Écoutez-moi, la question est pas celle-là. Qu'il y ait des autorités de régulation, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que le politique, le législateur délègue, pour ne pas dire se soulage, de confier à des autorités indépendantes des décisions qui ne relèvent pas nécessairement d'elles.
Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème est là. Après tout, l'Arcom, elle a son sens pour réguler les supports médias en France, parce qu'il y a besoin de les réguler. Sinon, on fait n'importe quoi. Il y a des sujets de concurrence, il y a des sujets de fréquence. C'est deux poids, deux mesures, Jean-François Copé. Franchement. Oui, rien n'a été mais ce qui a épargné. blâmé, c'est le deux poids, deux mesures, pas le principe d'existence Mais de mon l'Arcom. point là-dessus, il est simple. Tout cela relève de la faute du politique. Comme lorsqu'on dit l'administration fonctionne mal, c'est pas de la faute de l'administration, c'est de la faute du politique. Vous savez, moi j'ai toujours voulu être président de la République. Bon, Oui. Après, les circonstances ont fait que ça n'a pas pu se faire, mais je me suis préparé Mais attendez, pour ça. vous êtes jeune, Jean-François Oui, bien sûr. Copé. Enfin, La vie est longue, la vie est longue. La vie est longue. Ça passe, j'ai bien fait de rester un peu plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai fait pour ça des écoles. Voilà. J'ai notamment fait Sciences Po, l'École nationale d'administration, parce que on formate les gens, on leur apprend le métier, comme on apprend à l'école à Saint-Cyr ou à l'école de guerre, on apprend aux militaires à se battre, c'est la même chose. Et moi, j'avais un de mes professeurs qui m'avait dit, vous savez, Copé, si un jour vous voulez faire de la politique, je lui avais confié, et si vous avez l'immense honneur, on parlait comme ça à l'époque, d'être ministre, n'oubliez jamais qu'un grand ministre, c'est pas celui qui donne son nom à une loi ou qui fait une bonne émission de radio, c'est celui qui est le patron de son administration. Et je n'ai jamais oublié ça. Les politiques doivent commander l'administration, comme le chef d'entreprise doit diriger son entreprise. Il est responsable. On fait pas n'importe quoi. Il y a des instances pour le sanctionner s'il est défaillant, et notamment le suffrage universel. Mais le rôle du politique est là. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Vous ne voyez des défaillances? Vous ne voyez que des défaillances partout. Quand Elisabeth Borne arrive, est interviewée, qu'elle prend le ministère de l'Éducation nationale, qu'elle dit « j'y connais rien à l'Éducation nationale », mais vous vous souvenez de cette phrase? Bien sûr, et j'en ai fait d'autres depuis. Écoutez, Franchement, vous voyez bien derrière tout ça la dévalorisation. 1, du métier de ministre, 2, du métier de député. Regardez comment ces deux mandats qui sont magnifiques, qui sont le résultat du sacrifice des peuples dans les démocraties pour avoir ces libertés, sont aujourd'hui bradés par des gens qui tiennent pas plus de 3 mois. En réalité, à qui on ne dit même pas quelle est leur feuille de route. On a aujourd'hui un gouvernement dont le Premier ministre a dit « je ne vous donne pas de feuille de route puisque la seule mienne, c'est de tenir pour pouvoir dire que j'ai tenu ». Donc il leur donne une totale liberté d'expression, ce qui est gaguesque. Alors du coup, c'est ce qui d'ailleurs rend un peu difficile l'argument de Laurent Wauquiez de dire Bruno Retailleau n'est pas libre. Ah bah si, il est hyper libre. Parce que alors là, vraiment, François Bayrou dit surtout au milieu de dites ce que vous voulez. La France a besoin d'un ministre de l'Intérieur à 100%. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, il ne devrait pas s'en inquiéter, Laurent Wauquiez, de ce point de vue, parce que ça veut dire qu'il n'aurait peut-être pas le temps, du coup, Bruno Retailleau de faire campagne. Donc c'est une bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez. Bon, la vérité, c'est que les militants, ils sont pas fous, les militants LR. Ils ont une responsabilité historique. Ils savent que ce qu'ils vont élire, celui qu'ils vont élire, il va porter une dynamique formidable. Donc ils ont intérêt à pas se tromper quand même. Donc et d'ailleurs on le voit bien. Moi, je vois bien les adhésions qui arrivent, je vois bien chez les jeunes une mobilisation pour Bruno Retailleau qui est très intéressante. Combien d'adhésions en plus mais ça, depuis que Bruno Retailleau c'est généralement des chiffres assez secrets dans les partis politiques. Je sais, mais tendance, on a le droit de demander. On peut demander. Moi, je ne tiens pas les stats, mais je vois ce qui se passe. Je vois dans mon département de Seine-et-Marne. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que il y a derrière tout ça besoin de rétablir le politique au sens noble du terme. Et ça, il faut bien l'admettre, c'est devenu défaillant depuis que M. Hollande a interdit la possibilité pour les maires d'être députés, depuis que M. Macron a dit à sa majorité, expressis verbis, soyez fiers d'être des amateurs. Moi, Jacques Chirac, il m'a toujours dit, la politique, c'est un métier. Tu dois être maire, député, ministre, élu, battu, tu prends des coups, t'en donnes, et peut-être un jour les Français considéreront que tu es prêt. Nous sommes loin de tout ça. C'est un peu fini. Regardez le turnover lamentable de ministres qui ne peuvent pas tenir plus de 3-4 mois. Et à l'Assemblée nationale, on en parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qui ne se tient pas. Mais l'Assemblée nationale, elle est prise en main par les deux extrêmes, extrême gauche et extrême droite. Et à partir de ce moment-là, en l'absence de majorité absolue, c'est le grand n'importe quoi. Lorsque vous voyez Madame Le Pen, alors je suis désolé, là je veux pas casser l'ambiance, mais enfin quand vous voyez Madame Le Pen, qui est capable d'aller voter une motion de censure avec l'extrême gauche. Elle a voté la motion de censure de l'extrême gauche. Alors que les militants d'extrême gauche ont sablé le champagne à la mort de son père. Vous dites, mais finalement, elle a pas d'état d'âme. Quand elle s'abstient à propos de Monsieur Ferrand, elle s'abstient à propos de Monsieur Ferrand. Bah, pourquoi? Tout d'un coup, elle lui trouve des vertus. Enfin, il faut arrêter de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. L'extrême gauche, c'est la honte absolue. Les propos qui sont tenus à propos du drame atroce, du retour des otages, de ce qui s'est fait passer pour les enfants Bibas, les déclarations de certains députés LFI sont ignobles, indignes
Eh bien, par rapport à tout cela, je me dis, ça ne représente en rien ces la gens-là ne France. sont jamais condamnés, Jean-François Copé, pardon. C'est dans les Excusez-moi. urnes qu'ils doivent être condamnés, c'est pas devant le tribunal. Non, mais je parle de ce qu'ils disent. Là, parce que il y a des dépôts de plainte, il y a des procès, et certains sont condamnés. Ne dites pas cela. Oui. Mais la deuxième chose que je veux Mais dire, c'est qui que a été condamné chez LFI? Non, mais des propos comme ça, Sur les personne. propos. non, mais ça dépend lesquels. Mais vous avez des, Je sais pas. Madame Obono, régulièrement. par exemple, qui avait déclaré que le Hamas était un mouvement Oui. de résistance chez Jean-Jacques Bourdin, je ne sais pas où s'il y a une procédure a été engagée. Oui, Enfin, ça s'appelle quand même de l'apologie du C'est terrorisme. de l'apologie terroriste. Mais de toute façon, je veux dire, la réalité, c'est que ces gens-là ne sont plus du tout représentatifs de la France, en fait. Ils ont été élus dans leur circonscription dans des conditions très particulières d'une dissolution qui a donné lieu à un vote braque en 3 semaines dans des conditions complètement dingues. Mais leur voix n'est absolument pas représentative de ce que pensent des millions de Français. Donc il faut remettre de l'ordre dans tout ça, c'est-à-dire retrouver un clivage droite-gauche et arrêter que ce gouvernement du centre, Mais quelle gauche stupide, Quelle qui ne fait gauche rien. Parce que là, d'accord pour la droite républicaine, mais la gauche est qui? Monsieur Copé n'est pas de Pascal, gauche. Oui. je voulais que vous répondiez. Non, mais je sais que Monsieur Copé n'est pas de gauche, mais J'avais pas demandé à Monsieur Copé de réformer la gauche. Non, mais non plus. Non, mais quel Demandez ça à Paul Melun plutôt. Mais c'est pas la question que je pose. En même temps, je vais vous dire une chose. Comme je Jean-François me suis Copé. mis quand même un peu en retraite, je me suis, du coup. Vous avez du coup, votre liberté. Je fais du coaching, vous voyez, je peux même parler de la gauche. Donc, moi, je vais vous dire. Mais non, mais il y a personne à gauche, la gauche républicaine. On va en parler, Oui. très intéressant, la gauche. Oui. Le PS a Oui. fait quoi? A fait, en gros, ce que Pascal Praud demande 24 heures sur 24 à la droite de faire avec l'extrême droite. L'union Le des gauches. PS l'a fait avec l'extrême gauche. Oui. Moyennant quoi, ils ont eu les mains liées, ils se sont salis, déshonorés, en cautionnant de facto les pires propos de ces gens qui sont indignes de tout. Eh bien, inutile de vous dire que quand je les vois faire, je me dis, mais heureusement qu'on n'a pas fait ça. Bon. Parce que là, on le payerait très très cher. Je l'ai dit à Pascal Praud, Oui. j'ai pas réussi à le convaincre. Bon. Ah, il est Bon, difficilement restez avec nous, convaincable. oui, C'est ah, dommage, sûr. hein. Ouais, là. Non, non, Mais je c'est vais y pas retourner. facile. Un jour, j'y arriverai. 19h43 sur Europe 1. 19h48, nous sommes toujours dans ce studio avec Jean-François Copé, qui a la gentillesse de rester un peu plus longtemps que prévu. Et après, je vais vous libérer pour que vous puissiez aller dîner. Ancien ministre, maire LR de Meaux, et soutien de Bruno Retailleau à la présidence de LR. Paul Melun et Jules Torres sont également dans ce studio. Je voudrais qu'on évoque ce qui se passe en Israël et les conséquences que ça a en France. Jean-François Copé, évidemment, aujourd'hui, on a encore franchi une étape dans l'horreur. Les enfants Bibas ont, semble-t-il, été étranglés à main nue. D'après l'armée israélienne, ils sont morts un mois après avoir été pris en otage. Et comble de l'horreur, le Hamas qui devait rendre la dépouille de leur mère n'a pas rendu la dépouille de leur mère, mais semble-t-il, cette dépouille est celle d'une femme de Gaza qui est non identifiée. Les mises en scène, évidemment, sont épouvantables. Est-ce qu'on a franchi un pas dans l'horreur, un pas supplémentaire, Jean-François Copé? On n'a pas franchi un pas supplémentaire. C'est une horreur absolue depuis le 7 octobre. On retrouve là des scènes que nous avons hélas vues avec horreur le 7 octobre. Et derrière tout cela, il faut évidemment qu'on ait bien en tête toute la difficulté de trouver une solution de paix alors même que de telles violences se poursuivent. C'est une horreur absolue et il y a derrière tout ça... On est dans le sadisme, là. Il y a derrière tout ça un Hamas qui continue d'être dans des actions qui sont insoutenables. Et toute la difficulté pour les responsables politiques, et c'est aussi un petit peu mon rôle de le dire ce soir à vos auditeurs, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, malgré l'horreur, parce qu'on est tous des hommes et que c'est insoutenable, de continuer de travailler à une solution. Et on sait que ce sera long, que ce sera difficile, parce que tout est cassé. Et c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté. Le problème, Jean-François Copé, c'est que ce conflit épouvantable a des conséquences graves en France. Manon Aubry, ce matin, avait du mal encore à qualifier le Hamas, ne condamne pas les propos, vous savez, de Rima Hassan, qui a tweeté, je vous rappelle que c'est l'armée israélienne qui aurait tué la famille qui est responsable de la famille Bibas. Reprenant les éléments de langage du Hamas. En reprenant, vous avez raison, Jules Torres. Les choses sont claires. L'extrême gauche dans cette affaire se conduit de manière absolument ignoble depuis le début. Elle a clairement, sous les ordres de Mélenchon, choisi son camp au nom. Quel camp? En France. Mais vous avez bien, c'est insupportable. C'est responsable de l'explosion de l'antisémitisme. Mais vous avez bien compris qu'il y a derrière tout cela la tentative de récupérer tout un vote
communautariste. Mais bien sûr. Et moi, mon message, et je ne le cesse de le dire, et y compris dans ma ville de Meaux, à mes administrés qui sont de confession musulmane, c'est-à-dire ne tombez pas dans ce piège. Et beaucoup d'entre eux le comprennent aujourd'hui. Cette instrumentalisation, elle est ignoble. On peut penser ce que l'on veut du conflit israélo-palestinien, et Dieu sait s'il y a de quoi en dire, mais cette instrumentalisation et cette tentative de faire remonter l'antisémitisme est ignoble. Mais les socialistes sont complices de cela. Regardez à Marseille, il y a eu sur une tour de Marseille des propos affichés ouvertement antisionistes, dont l'antisémitisme n'était absolument pas dissimulé. Renaud Muselier, Martine Vassal ont immédiatement condamné. Le maire de Marseille n'a pas condamné. Il a dit qu'il ne voulait pas rentrer dans l'instrumentalisation. Mais bien sûr que c'est une honte. C'est un délit, l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est une honte, Paul Melun. Mais ça veut dire c'est le représentant de la gauche ici sur ce plateau. C'est pas très grave. Mais ce que je veux simplement Dieu merci, non mais attendez, mon point, ça qu'est-ce qu'il est gauche? Mais non, parce que toi t'es là honnêtement, mon point il est très simple. Le Parti socialiste, et je vous le disais tout à l'heure, au nom de cette alliance qui les a amenés à se fourvoyer avec l'extrême gauche, le paye tous les jours. Parce qu'ils sont incapables d'être clairs là-dessus. Le Parti socialiste, dont on connaît l'histoire, qui est celui de la défense de la laïcité au début du XXe siècle, c'est comme ça qu'il est né, pas simplement sur la lutte des classes, et qui n'est pas capable aujourd'hui d'applaudir un ministre ou un premier ministre qui rappelle qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, les socialistes, dans l'hémicycle, n'applaudissent pas. Mais vous vous rendez compte, la honte c'est une pour eux. faute C'est le Parti socialiste sous la férule d'Olivier Faure, qui effectivement est un apparatchik et qui n'a pas grand-chose à voir avec Jaurès ou Zola, qui défendait jadis Dreyfus. C'est-à-dire qu'il y a toute une gauche qui, par paresse intellectuelle ou par clientélisme ou par opportunisme électoral, s'est mis dans la roue de Jean-Luc Mélenchon, sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, le nouveau pape de la gauche radicale dans ce pays. Et je pense qu'ils le paieront cher. Oui, mais vous savez quoi, je n'entends pas non plus Monsieur François Hollande s'indigner tant que ça, en fait. Il parle il le fait une fois de temps en temps. Il y a Jérôme Gage qui a pris des décisions, des prises de parole assez courageuses, qui s'est pas fait élire avec le NFP. Oui, mais enfin d'accord, ok, ça fait un. Bon, tous les autres, François Hollande, ancien président de la République compris, ils sont bien silencieux, puis ils ont bien accepté de se faire élire dans un accord avec l'extrême gauche. Donc pourquoi je vous dis tout cela? C'est leur affaire et c'est minable. Mais moi, je pense qu'en réalité, dans cette affaire-là, la droite de gouvernement, elle a une mission signalée, qui est peut-être d'essayer de proposer de sauver la France, en fait. Parce que là, la France, elle est menacée. Alors évidemment, je dis ça sur Europe 1. Alors on dit, oui, parce que c'est le contexte. Sur Europe 1, on aime bien dire, voilà, mission civilisationnelle. Moi, je vais pas si loin que ça. Je pense que la France est en danger. Et moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez modéré, en fait. Mais je le pense parce que tous les fondamentaux aujourd'hui, l'ordre, dans la rue, à l'école, dans les comptes publics, aux frontières, est menacé par un gouvernement défaillant et par un président de la République, un président de la République qui n'est plus du tout en situation de faire quoi que ce soit. C'est ça notre fragilité. Une dernière information, on apprend à l'instant qu'il y a eu une attaque au couteau à Berlin. Plusieurs Berlin Metz, plusieurs personnes auraient été blessées à proximité du mémorial de l'Holocauste, dont une grièvement. Jean-François Copé, ces attaques au couteau, effectivement, évidemment, on va. Ah non, mais ça, c'est épouvantable. Ça suffit. Mais tous les jours, je ne sais pas si vous êtes exposé à Meaux, des attaques au couteau. On a l'impression que c'est rentré dans les informations courantes, mais c'est épouvantable. En France, c'est un fléau. On a arrêté ce genre de statistiques, mais l'Observatoire national de la délinquance, je crois que c'était en 2020, nous disait qu'il y avait à peu près 120 attaques au couteau par jour. Et c'est un phénomène que l'on voit depuis maintenant de nombreuses années. La résurgence de couteaux zombies. Ce sont des grands couteaux avec des dents et qui provoquent, notamment en Grande-Bretagne, des dégâts considérables. Et je ne sais pas si vous avez vu quelle était la réponse de l'État à ces attaques au couteau, notamment chez les mineurs. C'est que maintenant il va y avoir des fouilles dans les sacs des élèves. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne. C'est impraticable. C'est impraticable. On n'a pas pris la mesure du danger que représentent aujourd'hui ces couteaux. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment coutumier d'utiliser des couteaux. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent de plus en plus cette arme et ça a des conséquences terribles et parfois ça fait des victimes et des morts. La vérité, c'est qu'ils utilisent beaucoup d'autres armes, malheureusement. Et nous sommes dans une situation de banalisation de la violence qui nécessite une reprise en main complète. Mais c'est pas juste des phrases que je vous dis là, c'est des chaînes, des continuums complets de sécurité. Nous, ce qu'on a essayé de faire à Meaux, qui marche pas trop mal, même si c'est un combat de tous les jours, c'est d'être en fait sur toutes les balles, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez une police municipale armée, des caméras, on est en anticipation pour prévenir les risques de rixes, par exemple, dès qu'on voit des attroupements de plus de 5-6 jeunes
avec des capuches, dont on voit bien où ils vont. On intervient immédiatement. On a des médiateurs, on est extrêmement présent pour justement anticiper au maximum. Je convoque régulièrement les parents. Je vous dis pas que c'est parfait, mais ce travail, il est mis en place. Et d'ailleurs, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que Bruno Retailleau a annoncé que ces actions-là, elles seraient menées territoire par territoire. Il a bien raison. Il a annoncé aujourd'hui dans la Drôme. Il a annoncé aujourd'hui dans la Drôme. Absolument. En marge de déplacement après la mort de Thomas à Crépol. Merci Jean-François Copé, merci infiniment. Merci à vous d'être venu d'abord dans le studio d'Europe 1, d'avoir un peu prolongé les débats. Merci Jean-François Copé. Donc vous soutenez Bruno Retailleau à la présidence LR. Merci d'être venu dans ce studio. Jules Torres et Paul Melun, merci infiniment. Vous avez une actualité chargée. Je crois que vous allez sur le plateau de TPMP. Vous je suis chez Elliot Deval puis chez Cyril Hanouna. Eh bien, on se retrouve dimanche. Bien sûr, je compte sur vous, Paul Melun aussi. Mais on sera là, bien sûr. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il est 19h57 sur Europe 1.